Humblement, tu disais bienvenue et l'honneur d'accueillir Alexandre. Bon, je vois que je suis dans dans un groupe d'experts en transformation en changement. Pour être franc, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai toujours fait de la supply chain sur des métiers opérationnels, avec des plus ou moins grandes directions en France et à l'étranger. Mais j'étais là, en tout cas, on a vécu avec une partie du temps avec Marine et le reste du temps avec une partie des gens qui sont dans la salle. Là, je vois que j'ai des collègues qui sont là. Mon premier grand projet avec le passage sous SAP de la BU Candia. Donc, je vais vous expliquer tout ça, mais c'était juste pour, en quelques mots, vous dire qui je suis et humblement, si je peux apporter quelques éclairages à une compétence que vous avez déjà. Donc, le groupe Sodial, c'est la première coopérative laitière française avec une mission, somme toute assez simple, qui est de valoriser au quotidien le lait de nos éleveurs. Donc ça, c'est vraiment notre mission. Et on a une ambition forte et réitérée ces dernières années de faire ça avec comme ambition d'amener la durabilité et la profitabilité au même niveau. Donc ça nous change aussi nos manières de faire et nos prises de décision. Donc disons que ça, entre la mission et la manière dont on veut le faire, ça vous décrit l'ADN de Sodial. En termes d'organisation, on est structuré autour de 4 métiers. On fait du lait, donc ça c'est la BU Candia que je représente. On fait du fromage avec la BU Entremont, ou en tout cas avec les marques Entremont que vous connaissez tous j'imagine. On fait du yaourt sous marque Yoplait et on valorise aussi l'ensemble des ingrédients, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à mettre le lait dans ces 3 BU-là, bah, on en fait de la poudre qu'on valorise ou non, donc on a une BU qui est ingrédient. Et tout ça, avec tout ça, on fait à peu près 4,5 milliards de chiffre d'affaires et on est 10, ouais, un peu moins de 11 000 dans le groupe. Quelques métriques pour les amoureux des chiffres. Sur la partie Candia, donc nous, on représente 1500 salariés. On a 5 laiteries de beurreries en France. On commercialise un peu plus d'1 milliard de litres de lait sous notre propre marque et sous marque MDD. On fait 50 millions de crèmes plutôt sous notre marque pour les professionnels et en MDD pour toute autre personne, on va dire. Et on fait du fromage et on fait du beurre. Et le beurre, là, on le traite vraiment en MDD. On a aussi des beurres métiers, des beurres un peu plus spécifiques pour nos boulangers, pour les industriels. Voilà en quelques mots ce qu'est Sodial et où le sujet en question s'est joué, c'est chez Candia. Je vous ai fait Sodial et Candia puisqu'en fait le projet dont on va parler s'inscrivait dans une démarche groupe, une démarche qu'on a appelée One. Hésite pas, Emmanuel, je vois que tu es là à dire des choses plus intelligentes que celles que je m'apprête à dire, mais en tout cas qui avait comme ambition d'uniformiser le groupe. Donc vous imaginez bien, on a une diversité de métiers, on a une diversité de profils, une diversité d'outils. C'est un groupe qui s'est construit par acquisition successive, donc on a comme ambition de rationaliser et d'uniformiser nos outils et nos organisations pour aller vers le plus de synergie possible. Donc c'est ce qu'on a appelé le projet One. Donc il a plusieurs dimensions, des dimensions achat, des dimensions usine, et une dimension supply chain, dont la déclinaison One Supply Chain, où là, on a le double objectif d'uniformiser nos processus et nos outils. Donc, le projet en question, qui s'est déroulé finalement sur 36 mois, où il devait se faire en 18 mois. Donc là, c'est pas pour se flageller, c'est juste pour vous donner un élément de contexte, puisque Optim est arrivé dans une période où il nous fallait nous relancer pour éviter l'enlisement. Donc, dans ce projet-là, qui était le changement d'ERP, on avait un ERP obsolète, même 2 ERP obsolètes qu'il fallait rationaliser et rentrer dans un seul ERP. Je fais rapide, j'imagine que c'est des sujets que vous connaissez déjà, mais avec ces éléments de contexte, on comprend mieux qu'on n'avait pas une expertise dingue sur le sujet. Donc on a eu du mal à s'organiser. Le projet a pris plus de temps que prévu. Bon, on en était conscient en pilotage. Et donc, du coup, ce qu'on a essayé de faire pour passer l'obstacle, c'est déjà diviser le projet en deux. Parce que, comme je vous ai expliqué, on a des beurreries et des laiteries. Et on avait un outil pour les beurreries, enfin, en tout cas pour les commandes, puisqu'on est sur la partie SD de SAP, pour les commandes de lait et pour les commandes de beurre crème. Donc, on s'est dit déjà, on va découper ça en deux pour que ce soit moins dur. Donc, premier aveu d'humilité, on va dire. Ensuite, on s'est vite rendu compte que dans l'ensemble du sujet, on était en train d'épuiser les équipes, on a eu du mal à fédérer, tout au long du projet. Donc là, on était dans une situation où, au-delà de voir, les euros, s'envoler, on avait, les premiers signes d'épuisement d'équipe, on avait un turnover qui commençait à être un peu croissant et quelques abandons, durant le projet. Donc il a fallu réagir. Et là, on a été, aidés, fortement par, notre nouveau président qui nous a dit: «Très bien, je vais vous apporter la solution.
Vous allez faire 2 go live, un en juin et un en novembre. Donc maintenant, dites-moi ce qu'il est nécessaire de faire pour que ce soit le cas. Et c'est là que sont arrivées Mélanie et Marine, puisqu'à ce moment-là, on a décidé de se faire aider, d'avoir un regard extérieur et de se dire, bon, il faut faire quoi pour maintenir ces 2 go live? Donc il y avait plusieurs options possibles. Soit on dupliquait une équipe de A à Z, c'est-à-dire qu'on laissait une équipe sur le premier lancement et on construisait une équipe complète sur le deuxième. Bon, et on doublait la gouvernance, c'est-à-dire qu'on faisait vraiment 2 projets distincts. C'est pas le choix qu'on a fait. On a décidé de garder une seule et même gouvernance et d'accentuer et vraiment d'accélérer sur le deuxième projet, sur la partie, conduite du changement. Puisqu'in fine, comme on avait la même solution, ce qui était le plus compliqué sur le deuxième changement, c'était, d'engager, les différents users et key users pour, aller chercher l'efficience au deuxième go live. Donc ça, on l'a, décidé ensemble, hein. On a fait quelques tentatives quand même, en se disant avec Mélanie: «Est-ce qu'on fait un deuxième sujet?» avec Marine: «Est-ce qu'on accentue, et on structure la partie, transformation?» Et on a fait le choix de structurer la partie transformation. Donc on est parti sur, cet objectif-là et sur cette mission-là, qu'on a structuré, de manière fine. Donc j'imagine que c'est le slide d'après, si tu veux, Marine. De manière fine, on a structuré le projet en se disant: «Bon, on capitalise sur l'expertise d'Optime et sur ce qu'on avait, ou en tout cas moi, ce que j'avais appris à l'école. Donc on prépare le changement, on gère le changement et on le renforce, et on est descendu assez bas sur, la préparation de chacune de ces étapes. Donc si je prends, l'exemple, de la partie préparer le changement, on a effectivement, je vais dire, identifié, on avait raté quelque chose au départ du projet qui était ultra nécessaire de le rattraper. C'est qu'on s'était planté sur la partie engagement des managers. C'est-à-dire on avait pris le sujet sur sa dimension technique, et là, au sein du groupe, on était très armés pour faire des tests, pour se faire aider par un intégrateur, pour se faire aider par toute personne nécessaire sur la partie technique, mais on n'avait pas travaillé suffisamment les managers. C'est-à-dire que là, on avait face à nous des managers qui, savaient qu'SAP arrivait, que ça allait être compliqué, mais qui n'étaient pas suffisamment impliqués, et donc du coup, qui étaient ni support de leurs users, ni de leurs key users. Donc la grande première étape, ça a été de réengager ces managers. Donc pour réengager ces managers, on a, défini un planning pour que ce soit quelque chose de tangible, parce que pour eux, transformation, conduite de changement, c'était des mots un peu vaporeux. Donc on a fait un planning qui était, décortiqué, autour de différents streams. On avait tout un stream, communication, et c'est vrai que pour l'anecdote, hein, jusqu'alors pour nous, Candia, la transformation, ou le changement, c'était de la communication et un beau site internet. Donc, là-dessus, je pense qu'on a progressé, on verra ce qu'on a gardé, mais c'était un peu ça. On a, donc, travaillé sur la partie communication, sponsor, key user, formation et KPI. Donc, je reviendrai après, plus profondément sur manager et key user, mais j'en profite là pour faire un petit détour sur la partie sponsor. Puisque un des, gros outputs de ces échanges, là où je pense que collectivement on a grandi, c'est qu'on s'est affiné sur le rôle de chacun. Jusqu'alors, le sponsor, c'était le garant, du projet. C'est celui, sur qui on allait taper sur les doigts et ou applaudir, à la fin du projet, mais son rôle était, méconnu par lui-même, et c'est pas simple sur des sujets de cette taille-là, d'aller expliquer, en l'occurrence là, c'était au Dear Supply, ben, que dans son rôle de sponsor, il a telle et telle tâche, qu'il faut, qu'il soit empreint du projet, là où il a déjà, 72 000 tâches. Donc, vraiment, on en a profité aussi pour, redonner une place à chacun. Donc, excusez-moi pour la digression, mais c'était important pour le sponsor de se rappeler que ça nous a aussi aidé à ça. Sur la partie, manager, donc, on a, réexpliqué ce qu'on attendait du key user. On vient d'un ADN où le key user était vraiment, l'expert outil. Donc c'était celui qui était le plus dégourdi sur l'ancienne ERP, mais il n'avait pas forcément cette dimension, process, accompagnement au changement. Donc là, on a explicité, et Optime nous a aidé pour ça, le rôle de chacun. Sur la partie formation, bon, ça, c'est une partie qu'on a plutôt fait en interne sur, la partie, support, l'aide a été, sur l'organisation et la rigueur autour de la tenue des cycles de formation, mais ça, disons qu'on avait déjà une certaine expertise là-dessus. Et sur la partie KPI, bah, on a rajouté à notre batterie de KPI, des KPI liés à la conduite du changement. Tu me dis, Marine, j'ai tendance à être un peu bavarde, donc si je suis Non, pas mais dans le très bien. timing, tu me fais un signe, ça roule. Tout est très bien. Très bien. Nickel. Donc ça, c'est pour préparer le changement. Ça va me plaire, elle va l'avoir ta poulette. Ensuite, sur la partie, C'est là qu'il va faire relever. Hop. Elle va être chiante.
En fait, Sur c'est la ça. partie, peut-être que sur cette partie méthodologique-là, je vais te laisser un peu la main, Marine, pour dire des trucs un peu techniques là-dessus. Ouais, là, c'est en fait, en gros, on a essayé de décliner pour les utilisateurs et les key users, en fait, un parcours, à partir du coup, de ce qu'on s'était dit en se disant que, je ne sais pas si vous connaissez, la méthodologie ADKAR, du coup, mais, en se disant: «OK, rapidement, un utilisateur doit passer par 5 phases pour se dire qu'un changement a vraiment été adopté». C'est ces 5 phases de ADKAR et l'idée, c'était de se dire: «OK, est-ce qu'on va aller adresser chacune de ces phases avec ce qu'on a prévu en conduite du changement?» Donc voilà, l'idée, c'est effectivement, on cochait bien toutes les cases et de se dire: «OK, qu'est-ce qu'on va faire?» Bah, de manière un peu plus classique, il y avait le côté, mail, la communication managériale. On a fait aussi une petite vidéo au début du projet. Ensuite, sur la partie, connaissances et cetera, bah, on avait un site ressources dédié, qui était d'ailleurs une nouveauté. Et Alexandre, tu pourrais nous dire, ce que vous en avez fait et s'il sert encore et cetera. On a aussi également instauré des webinaires, alors mensuels, c'était plutôt tous les 2 mois avec les utilisateurs finaux. Et ensuite, pour la partie formation, des modes opératoires, des tutos et effectivement une animation de communauté de key users. Tu nous diras ce qu'il en est aujourd'hui aussi de ces key users et ce qui était important aussi, c'était on faisait des enquêtes ou des choses régulièrement, des webinaires et en fait, on faisait noter les différentes personnes, ce qui nous permettait quand même d'avoir des retours, aussi directement des personnes concernées, du personne terrain, ce qui alimentait un peu nos KPI entre guillemets qui peut être, un sujet un peu plus compliqué d'avoir des retours en change puisque vous allez mesurer, voilà, comment les gens se sentent, est-ce qu'ils ont bien compris et cetera et c'est vrai que vous avez besoin d'input directement de leur part. On a également fait la même chose, côté key user puisque c'est une population bien particulière, qui du coup nous a quand même beaucoup aidés, dans le projet. Comme disait Alexandre, à la base plutôt des personnes, techniques ou des personnes métiers à qui il a fallu, voilà, qu'il a fallu accompagner un peu plus, aussi que les autres puisqu'on leur demandait aussi, derrière d'accompagner, les collaborateurs, demain dans le changement. Donc voilà, ils avaient un parcours, avec, des choses un peu plus resserrées chez eux, avec notamment, des animations typiquement pendant les tests, toutes les semaines. En fait, on se voyait toutes les semaines pour qu'eux-mêmes nous partagent où ils en étaient, sur leurs différents domaines d'expertise, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient appris, les écarts qu'ils voyaient aussi au fur et à mesure, que ce soit pendant les périodes de test ou la deuxième période de test pendant le dry run. Donc voilà, c'était assez intéressant aussi et qu'ils se connaissent entre eux et qu'ils écoutent aussi, les expertises des autres puisque chacun était un peu chacun sur son expertise, service client, logistique et cetera. Donc c'était intéressant aussi de voir ce que les autres faisaient. Donc on a essayé aussi de créer cette dynamique. On leur a également fait des formations, pour certains puisque, dans la partie formation, on avait changé un tout petit peu le dispositif. Du coup, puisque certains ont dû former directement sur leur site. Ce qui n'était pas le cas dans le 1er go live qui avait été prévu. Donc on les a également formés en se disant, voilà, demain vous allez former, c'est une posture un peu particulière, comment vous allez vous y prendre et cetera. Donc voilà, on leur a fait une petite couche, qu'est-ce que ça veut dire, être, voilà, une formation de formateur entre guillemets pour qu'eux-mêmes soient un peu plus à l'aise pour délivrer, les formations sur leurs différents sites. Et là où ça a été d'une grande aide, c'est des notions, hein, que ce soit sur le parcours, du key user ou sur on va dire sur les outils méthodologiques. Des notions qu'on avait, chez Sodial, hein, Philippe et Emmanuel sont dans la salle et au sein du groupe, on avait vraiment cette dimension, on va dire, théorique et quelques actions qui étaient déjà menées. Là où on a pu accélérer, avec votre appui, Team, c'est qu'on a déjà pu incarner, le changement au quotidien, physiquement au sein des équipes et ça, avec ton naturel qui nous a vraiment aidé là-dessus, Marine, mais vraiment de pouvoir l'incarner et avoir des outils qu'on puisse adapter à notre population. Puisque comme je vous l'ai dit, c'était, assez nouveau pour la plupart d'entre eux. Donc ça nous a permis de vraiment avoir du sur mesure. Donc là où je dirais que ça nous a apporté vraiment, c'est sur la partie, incarnation et choix et adaptation des outils, existants et qu'on connaissait déjà pour être au plus près, de l'expertise qu'avaient, et nos managers et nos key users. Ça a vraiment été un atout, majeur de l'intervention. Donc cette partie, incarnation. Le fait qu'on ait choisi aussi, un profil qui n'était pas du tout technique. C'est-à-dire que dans le projet SAP, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu en tant qu'industriel et dire supply, on a tendance à s'entourer de gens spécialisés dans SAP. Ça rassure, d'avoir des avions de chasse, sur la partie, technique et sur les tests et en fait, ça nous a mis, dans un corner et là, on s'est réouvert et on s'est relancé en ayant vraiment un œil externe et qui soit, sur une technique
qui était celle vraiment de la transformation plus proche. C'est voilà, bon, tu as posé la question sur ce que sont devenus les teasers et ce que ça a apporté. Mais en tout cas, à ce moment-là du projet, ça nous a apporté ce nouvel élan. Super. On a une Après, question. Ouais. Ah, vas-y, On a une Mélanie. question de Jean-Baptiste Gaumont sur la méthode ADKAR qui pose la question des KPIs d'appropriation. Comment on a mesuré l'appropriation? Ouais, alors du coup, ADKAR, je ne sais pas si j'ai expliqué ce que c'était. Donc du coup, je vais revenir à la. Hop. Du coup, ADKAR, effectivement, du coup, c'est awareness, sensibilisation, desire, désir, cas, knowledge, ability, reinforcement. En gros, l'idée, c'était de poser des questions. On a posé des questions concrètement, hein, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais en se disant, OK, sur la partie sensibilisation, en fait, on a demandé aux utilisateurs de noter entre 1 et 5, parce que c'est la méthodologie ADKAR, sur chacune des phases. Et en fait, on a posé des questions typiquement sur la sensibilisation. Est-ce que vous avez eu assez d'informations sur le projet, les objectifs et le sens? Et c'est vrai que cette partie sens, c'est hyper important parce que oui, on se dit, OK, oui, il y a un projet, mais en fait, on ne comprend pas toujours pourquoi on fait ce projet. Et c'est important de revenir à chaque fois au sens et de pourquoi on le fait. Et on l'a vraiment rattaché justement ce que disait Alexandre au début au projet One, en se disant que tu as un vrai sens global pour le groupe. Et il se trouve que c'est une des déclinaisons. Et ça, c'est important de rappeler pourquoi on fait ça. Et pas juste on change de RP pour changer de RP. Non, c'était pas ça le sens du projet, en fait. Même si la résultante et ce que voyaient les gens, c'était plutôt ça. Mais on a quand même toujours rappelé le sens. Donc typiquement, voilà, sur la partie sensibilisation, ce qu'on a noté. Sur la partie connaissance, c'était une fois qu'on a fait les formations, hein. Du coup, est-ce que voilà, ils ont compris? Est-ce que ils ont assez d'informations? Est-ce qu'ils pour les formations, etc. Donc en fait, l'idée c'était de poser des questions à chaque fois. Et en fait, dans la méthodologie ADKAR, quand c'est de 1 à 5, quand vous êtes en dessous de 3, ça veut dire que la phase n'est pas validée côté utilisateur. Et d'ailleurs, ça nous a permis dans la phase d'après, du coup, une fois qu'on a fait les formations, etc., puisqu'on avait lancé une enquête juste après, de se dire, OK, bah là, il manque des formations. Il y a des gens qui n'ont pas été accompagnés sur une partie de la population, puisqu'on avait les populations, on leur a demandé dans quelles équipes ils étaient, de relancer des formations juste après. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous a permis d'ajuster au fur et à mesure. Voilà, c'est un outil, en tout cas, on l'a utilisé comme ça sur ce projet. Je ne sais pas si ça répond à la question de Jean-Baptiste. Vous pouvez dire oui ou pas, ou dans le chat, comme vous voulez. J'entends rien du tout, mais... A priori, oui. Oui, Ouais, non, a c'est priori, bon, oui. ouais, c'est bon, ouais. Ok. Je m'autorise à mettre le micro, mais ouais, c'est très bien, merci beaucoup. Ok, super. Du coup, on continue sur la partie. Effectivement, une fois qu'on a fait toute cette préparation, on a géré la partie changement. Alexandre, tu me dis, tu complètes peut-être ce que je dis, si ça te va, ou tu reprends la main Ouais, comme parfait, tu vas-y, le sens. vas-y. Ouais. Sur la partie communication, en fait, voilà, là, on a mis un petit peu ce qu'on a fait. La nouveauté un peu chez Candia, c'était effectivement le site projet. Je vous montrerai, il y a un visuel juste après. Et il y avait aussi le côté un peu animation de communauté. Effectivement, différentes communautés en fait à animer avec un timing un peu différent. Évidemment, les key users qui étaient un peu plus animés selon la phase que je vous disais tout à l'heure, parfois une fois par semaine, parfois un peu moins en fonction des phases. Les managers qu'on voyait une fois par mois à peu près, et du coup aussi les utilisateurs finaux. Et ça, on a commencé à le faire voilà, après la phase de préparation, quand on avait quand même commencé dans cette partie gérer le changement. Et effectivement, on a fait aussi des articles intranet, voilà, de la communication un peu plus classique que vous pouvez connaître. Il y avait aussi la partie analyse d'impact. Qui a été fait principalement avec l'équipe Transfo, puisqu'effectivement, du coup, c'est l'équipe qui s'occupait de ce projet chez Candia. Et du coup, métier, expert métier, etc. Donc, moi, j'ai aussi amené un petit peu mon regard change, mais c'est vrai que ça a plutôt été piloté par ces équipes. Il y avait également la partie formation, on en a déjà un petit peu parlé, hein, une stratégie un tout petit peu différente avec la partie module animer une formation notamment pour les key users des différents sites industriels du coup, qui ont eux-mêmes formé les utilisateurs. Et il y avait un point aussi important, Alexandre, peut-être c'est toi qui nous donneras ton avis, mais c'était plus une proposition de ma part de se dire c'est important aussi d'accompagner l'équipe projet. On les oublie souvent, même si c'est intéressant et on a l'habitude de faire des after-work et des moments informels et c'est très important dans un projet de ce type. Voilà, on a essayé d'aller un peu plus aussi au-delà de ces moments informels et d'essayer de garder vraiment des temps qualitatifs
pour soigner la relation, des moments de cohésion d'équipe, de savoir comment communiquer, de se connaître aussi entre nous et de savoir quel profil on avait, enfin voilà, autour du disque, ce genre de choses et les roues d'équipe pour se dire, OK, dans des situations de stress, tu réagis comme ça. Et en fait, mine de rien, de poser des mots et de le savoir, je pense que ça a quand même un peu fluidifié les choses, même si ça n'a pas évité les périodes un peu plus chargées. Voilà, je pense que Alexandre, tu nous as, enfin, en tout cas, tu nous as laissé organiser ça et les équipes dans le Rex ont apprécié ces moments. Je sais pas si je vous ai laissé organiser ça, vu qu'on est dans un public de confiance. Mais ce qui est sûr, que c'est notre premier réflexe hein, on est enferré, parce qu'on était un peu sur les rotules là, enferré dans un sujet qui demande de plus en plus de travail, c'est de travailler de plus en plus. Donc on était vraiment dans cette course-là à l'échalote, à se dire, ben, on a du boulot, mais il faut qu'on travaille plus et il faut y aller encore plus. Et donc ça a été une bonne force de rappel. En fait, le nombre de fois où je t'ai dit, ben non, mais ça on le fait pas, on s'en fout. Enfin, vraiment, c'est pas le sujet. Et c'est trop tard, le projet est lancé. Maintenant, on va jusqu'au bout. Je pense que c'est aussi bien d'avoir des convictions qui viennent face à toi dans ces moments-là. Et donc, voilà, ça s'est fait aussi parce que vous l'avez poussé et à posteriori, effectivement, c'était nécessaire et indispensable. Et à chaque fois, les personnes nous disaient non, on n'a pas une heure à perdre sur ce sujet-là. Et le surlendemain, on nous disait qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'avoir ce moment pour qu'on se recale, qu'on se dise les choses. Donc, ouais, ça a été clé pour les personnes qui organisaient la partie vraiment projet, c'est-à-dire ceux qui ont été exposés pendant des mois à ce stress-là. Donc, ouais, c'est pas anodin, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on reconduit maintenant, ou en tout cas dans le nouveau projet qu'on a entamé. Et Super. peut-être après, justement, sur ce qu'on a gardé, ou la manière dont Oui. ça s'est fait. Ah, non, ouais, il y a peut-être un peu de visuel. Ouais, Ouais. hop, sur celle-là. Ouais, sur celle-ci. Oui. En fait, votre intervention, l'intervention d'Optime, a duré, on va dire, un bon mois et demi après le dernier go live, où on s'est réassuré d'avoir les outils nécessaires pour suivre la performance et surtout l'évolution de nos key users et users dans le temps. Donc, vous nous avez laissé avec les bases de sondage, les séquences à respecter, on va dire toute la partie méthodologique. Et on s'est arrêté là dans les prestations. Bon, donc c'était la fin du confort et le retour dans la vraie vie. Donc on a été assez scrupuleux sur le respect de ces étapes-là. En tout cas, on ne s'est pas laissé aller à la facilité en disant le go live est passé, on a réussi, vite, vite, il est temps de passer à autre chose que SAP. Donc on en a sorti deux grands sujets. Effectivement, on a continué toute la partie mise en place des matrices CLO, suivi des users, alimentation des managers. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier qu'on a suivi. Et on a aussi, grâce à ça, détecté qu'il nous manquait un pan de process, pas un pan de process, mais disons qu'il fallait qu'on renforce process et solutions sur toute la partie de gestion de notre promo. Le lait est un secteur assez promotionné, hein. C'est un outil de commodité. En tout cas, on switch assez vite d'un à un autre quand une promo est là. Donc, on n'était pas suffisamment fort sur cette partie promo. Et je vous en parle parce que ça illustre bien le fait qu'il y aura un avant, un après ces interventions. C'est qu'on a restructuré un projet spécifique à la promo. Je pense que si on n'avait pas vécu et ce projet SAP et cet apport sur la partie conduite de changement, on se serait juste dit, bon, allez, on envoie une modification système et le sujet sera ficelé. Donc, on a réouvert un projet d'une autre dimension qu'on a structuré exactement de la même manière. Et on y a incorporé, on va dire, assez naturellement une dimension change sur toutes ces, on va dire, sur toutes ces dimensions, là où jusqu'alors, on serait peut-être resté qu'à la formation. Et on a fait ça courant de l'année 2025. Là, on a go livé pas plus tard qu'avant-hier. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez voilà, d'assez concret sur ce que ça nous a apporté. On l'a fait avec des key users qui avaient connu les 2 premiers go live. Donc je le vois aussi comme un KPI positif, c'est-à-dire qu'on a des key users qui, au fur et à mesure, ont vraiment ressenti et trouvé un sens dans ce qu'ils étaient en train de faire et au-delà du sens, se sentent plus légitimes. Plus légitimes parce que jusqu'alors, ils étaient un peu cachés derrière leur tu dis? Non. Cachés derrière, leur manager et là, ils se sont mis un peu plus devant. Donc voilà, on a réitéré ça dans un nouveau projet et on a un key user qui a maintenant un rôle affiché. Maintenant,
il faut qu'on aille jusqu'à le reconnaître et à quel niveau de reconnaissance on va. Mais en tout cas, ça nous a aidé aussi à franchir ce cap-là. Ok, super. Très bien. On a une Euh, question dans Vas-y. le chat, Marine, sur une question de Luc qui dit comme dans beaucoup de projets, la charge pour les équipes a-t-elle été sous-estimée? Point d'interrogation. Ça, c'est une question pour toi, Alexandre. Oui. Et souvent, on oublie la charge des autres projets. Donc ça, En fait, Vas-y, je t'en prie, Mélanie, je crois que tu as Non, je disais, je te laisse répondre et après, je rajouterai quelque chose sur les autres projets. Mais je te laisse répondre. Du coup, effectivement, c'était quoi la question? Est-ce que Est-ce que la charge a-t-elle été sous-estimée, comme dans Bien beaucoup sûr. de projets? Bien sûr. Structurellement, je pense qu'on a été un peu ambitieux à l'initiation du projet en se disant qu'on avait déjà un SAP qui tournait dans une entité du groupe. Et on s'est dit, bon, ce sujet chez Candia, c'est juste un rollout. Donc, on s'est dimensionné pour faire un rollout. Et dans les faits, quand on a avancé sur le cadrage, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur un rollout, mais qu'il y avait vraiment des spécifiques qui étaient forts et des best practices qu'on voulait ancrer dans le nouveau système. Et on a mis du temps à se dire que ça, il fallait vraiment qu'on change de braquet en termes de ressources pour y parvenir. Donc structurellement, je pense qu'on a eu un souci de diagnostic au départ du projet, qu'on a eu un peu de mal, on a pris un peu de temps pour le rattraper. Et ensuite, on a beaucoup parlé en décimales d'ETP pour te répondre. Donc du coup, sur le fichier Excel, ça marche bien d'avoir du 0,2, du 0,1, du 0,25 sur tel et tel métier. Et donc là, pour sortir de ça, on a fini par backfiller les postes. C'est-à-dire qu'on a sorti des personnes à 100% pour arrêter les décimales. Donc ça, c'est le deuxième aspect. C'est de se dire que sur ce projet-là, nous, en tout cas, on a eu besoin d'édits de l'ETP et pas des décimales d'ETP. Et sur la partie cross-projet, on est dans une BU où on a beaucoup de transformations devant nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tiré sur les systèmes. Voilà, on est un métier de centimier. Donc, du coup, pour sortir de gros chèques dans la BU Candia, voilà, ça nous demande, il faut qu'on se convainc nous-mêmes. Et donc, du coup, on avait tiré pas mal sur les systèmes, ce qui fait qu'on a effectivement pas mal de sujets en parallèle. Et dans les effectifs qu'on a, on se retrouve assez souvent à taper sur les mêmes ressources. Donc le fait d'identifier le rôle du key user, la charge associée et le plus, ça nous permet de faire des arbitrages plus forts. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est les 3 dimensions. Et je rajouterais sur la charge des autres projets. Là, on est sur une thématique portefeuille de projet sur laquelle, si ça vous intéresse de creuser un peu le sujet, sur laquelle nous, Optim, on a une certaine expérience pour aller justement faire en sorte de maximiser et de faire passer les bons projets dans le tuyau qui est l'organisation, puisque l'organisation, elle a quand même des ressources finies, donc, et d'être sûr qu'on a la bonne gouvernance pour faire passer les bons projets et faire aboutir les bons projets. Voilà, mais je referme la parenthèse. C'est un autre sujet. Ok, super. Et du coup, si on fait le bilan de la mission, bon, même si on s'est donné des choses au fur et à mesure, qu'est-ce que tu dirais, Alexandre, toi, sur ce bilan? Et est-ce que si c'était à refaire, tu referais comme ça, différemment? Voilà. On a grandi aussi avec ce projet-là. Tu vois, là, Mm. j'imagine qu'on se dit des choses qui ne sont pas novatrices. Moi, l'éclairage, c'est de le mettre dans un contexte vraiment opérationnel. Donc, d'un point de vue opération, on a avancé, je pense qu'on a cranté sur la définition des rôles. Vraiment, c'est un truc important, la position du manager, la position du sponsor. Je pense que ça nous a aidé à vivre ça intensément dans un projet pratique, de revenir et de se dire que c'était vraiment un enabler à chaque lancement de projet, que chacun soit bien au clair et les moyens de réussir son rôle. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième, c'est on a, je pense, commencé à construire une communauté de key users avec le bon niveau d'expertise, le bon niveau de compréhension et surtout une forme de ils se sentent légitimes, une forme de légitimité. Donc ça, c'est ce avec quoi on repart aussi. Euh, sur la partie changement en tant que tel, bon, on a récupéré quelques outils que moi je connaissais peu. En tout cas, ça nous a permis d'ancrer dans les équipes et on l'a mis en œuvre, comme je vous le disais, sur un projet très très récent.
Et une autre conviction qu'il faut que le change soit incarné au day-to-day dans les équipes. C'est là où il faut vraiment qu'il y ait cette incarnation-là. Et ça tient bien sûr, comme chaque incarnation, à la nature. Et moi, je suis très content. On l'a vécu et puis je l'ai fait vivre, Marine, sur cet aspect-là. Et si un encore et un dernier sujet, c'est de pouvoir, sur cette partie-là, avoir des gens qui soient pas, qui puissent ne pas être du CRI slash technique slash du métier. Ça permet de mettre un peu d'aspérité dans le groupe Mm. et de maintenir quelques convictions. Donc de se faire aussi forcer la main quand c'est légitime et de bon augure pour maintenir, comme on se le disait, des momentum dédiés pour les équipes ou autres. Donc voilà, pour faire simple, c'est ce que je retiens moi. Ensuite, sur la partie comment je me vois, tu ne me demandes pas, moi, je me le demande tout seul. Comment je me vois d'intervention extérieure comme celle d'Optim, c'est quand on a eu un premier step comme celui-ci, je pense que ça pourrait être intéressant de se voir de manière ponctuelle. Tu vois, Mm. on a des initiatives au niveau du Oui. groupe, Philippe en a, on a besoin sûrement d'être plus expert, donc de former ou de continuer à picouser avec de nouvelles méthodologies ou avec de nouveaux exemples les personnes qui sont maintenant estampillées comme ayant un muscle change. Donc voilà à peu près ce que je retiens là. C'est surtout si vous avez des questions, si je peux aider à quoi que ce soit, je me tiens disponible. C'était mon humble témoignage. Merci à toi, Alexandre. Merci, Est-ce Alexandre. que, ouais, avant qu'on passe du coup plutôt au point de vue d'Optim, enfin entre guillemets quelques apports d'Optim, est-ce que il y a d'autres personnes qui ont des questions ou on continue Je sais N'hésitez pas pas à s'il y les en a. poser soit Oui. directement, soit dans le chat. Ok. Et bah go, on est parti. Mélanie, je te laisse un peu la main. Ouais, Oui. peut-être laisser s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à le faire, à nous interrompre pendant la conversation. On est suffisamment plus nombreux pour le faire. Alors voilà, on a une petite question. La taille de l'équipe transfo, Alexandre. Pour te remettre je sais pas qui je m'adresse, mais je me permets de tutoyer. Pour te remettre le sujet dans le contexte, on avait en cible à peu près 150 users. On avait une équipe projet d'une vingtaine de personnes au démarrage, dont une dizaine sur la partie métier. Et l'équipe transfo, au fur et à mesure, s'est complétée. On a commencé à 3 et on a fini à 6. Donc 6 sur 180, si tu veux, un ratio qui puisse être exploitable. Super. Très bien. Bah écoute, pas d'autres questions, j'ai l'impression. Ça marche. Mélanie, je te passe la main. Oui, tout à fait. Alors, du coup, donc vous l'avez compris, moi j'ai participé au début de cette intervention avec Candia. Donc Mélanie Gouffon, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans des domaines opérationnels, plutôt en supply chain, et j'ai été directrice de projet SAP à 2 reprises. Et je suis consultante chez Optim du coup depuis 7 ans. Sur des métiers d'excellence opérationnelle, gestion de projet et accompagnement au changement également. Alors, on a prévu quand même de vous parler un peu d'Optim. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît, qui nous connaissent, mais pour les nouveaux arrivants, Optim, on est une société coopérative, donc c'est un peu inhabituel dans le monde du conseil, mais donc voilà, on est tous sociétaires de l'entreprise. On est donc une entreprise basée à Lyon qui existe depuis 40 ans et qui est en scope depuis 7 ans. On est une vingtaine de consultants, consultantes à parité. Et on est sur 2 pratiques principales. Une pratique qui est l'excellence opérationnelle, donc tout ce qui va être tourné autour de la performance, que ça soit sur des flux physiques, des flux d'infos ou des flux de projets. Soit management de projet ou de portefeuille de projet. Et puis, on a le pendant qui est l'excellence managériale, où là, on parle d'organisation, de compétences, de formation au management, de formation à la relation, à l'exigence relationnelle. Voilà, sachant que ces 2 branches, notre
conviction assez profonde, c'est que les deux branches marchent assez souvent ensemble. Donc, on touche un peu les deux à tous les sujets, parce que bah, la performance est à la fois des méthodes et des outils, mais aussi des postures, comme dans tout type de mission. Voilà. Rapidement, ça vous permet d'avoir une vue de qui est Optime. Alors, à travers la présentation d'Alexandre et Marine, vous avez entendu parler de plusieurs méthodologies que Optime, nous, on va utiliser et surtout adapter aux besoins du projet de changement qu'on accompagne. Donc, Marine a parlé de la méthodologie ADKAR, dont la spécificité est vraiment de travailler sur l'écoute et le renforcement. Et puis, en fait, les 3 étapes qu'on a vues au début de la présentation d'Alexandre, c'est issu de la méthodologie ProSci. Voilà. Donc, en fait, nous, on prend un peu on prend ces méthodologies et on va les adapter aux besoins de changement du projet, puisque en fonction de est-ce qu'on fait un projet SAP ou un projet de construction de ligne ou de GPAO, on ne va pas avoir la même méthodologie. Rapidement quand même, il y a on a défini des critères, hein, qui nous permettent de dire, de mesurer en fait le niveau du changement et du coup de bien définir l'accompagnement qu'on met en face de chaque projet. Donc ces critères, ils vont dépendre évidemment de la taille et de la durée du projet, hein, parce que si vous avez 50 utilisateurs ou 350, on va pas faire on n'aura pas le même niveau d'accompagnement. Ça va dépendre aussi on va dire, de la culture du changement, de l'habitude du changement dans l'organisation. Si c'est une organisation qui n'a pas du tout changé, dans laquelle il y a eu très peu de transfo, ce n'est pas la même chose que si la transfo est permanente. Un élément clé dont a parlé Alexandre, c'est le sponsorship, c'est-à-dire le niveau d'implication du management dans l'organisation. Ça, c'est un critère important pour calibrer en fait le niveau d'accompagnement. Et puis, le dernier critère, c'est ce qu'on appelle dans le projet la hauteur de la marche. Ça va être un peu la difficulté. Est-ce que ce projet-là va entraîner un gros changement d'habitude, de mode de fonctionnement, de process, d'outils pour l'utilisateur. Voilà, donc ces 5 critères-là, c'est un peu ce qui va nous permettre de mesurer on va dire, le niveau d'accompagnement au changement qu'il va falloir pour l'organisation. Alors, au-delà de tout ça, on voulait vous partager quelques éléments, on va dire, qu'on utilise et qui permettent aussi de faire prendre conscience du besoin de changement. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le modèle en Z. Donc, Marine, si tu veux bien mettre le Z. Le modèle en Z, qu'est-ce qu'il illustre? Il illustre 2 choses qui sont importantes dans le changement. Un, le fait que le temps joue et que le temps favorise, on va dire, l'acceptation du changement. Et le deuxième, c'est que le rythme n'est pas le même pour tout le monde. Et du coup, la vitesse à laquelle on va être dans l'acceptation n'est pas la même pour tous les individus, pour tous les groupes, ni pour tous les individus. Et du coup, c'est intéressant de garder ce petit modèle assez simple en tête quand on gère un projet, puisque en fait, ou une transfo, parce qu'en fait, en général, quand on est dans l'équipe projet ou à la direction du projet, en fait, on fait du projet matin, midi et soir, et donc on se prépare au changement et on entend parler de ce changement en permanence. Et donc, du coup, on a fait le chemin du haut en travaillant sur voilà, sur la cible, sur les scénarios, sur les phases du projet, etc. Si on se place du point de vue des managers, eux, les managers, ils en ont un peu plus entendu parler, mais ils vont avoir besoin quand même de temps pour faire le même chemin que vous. Et quand on parle des utilisateurs finaux, eh ben, ils partent bien souvent de plus loin. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est de bien gérer le temps nécessaire à chaque groupe de population de faire le même chemin que vous sur qu'est-ce que ça va changer et en quoi ce changement est positif pour l'entreprise et pour l'individu. Voilà, donc c'est de bien être conscient que en fait,
on a besoin de laisser du temps à tout le monde et que tout le monde ne va pas le franchir à la même vitesse. Donc ça, c'est la première illustration, c'est cette notion de modèle en Z. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce modèle, à ce petit modèle. Et ça, du coup, ça permet aussi, c'est dans les étapes de sensibilisation qu'on a vues dans la méthodologie Candia, toute la phase de sensibilisation, le fait de commencer à parler très tôt des changements et du projet en tant que tel à toutes les populations, ça aide à faire une partie du chemin que chaque population va devoir faire. Pas de Donc ça, questions c'est pour le l'instant. premier point. Hop. Alors, le deuxième point, c'est on entend souvent parler de résistance au changement. Et en fait, nous, on dit, alors, c'est pas nous, c'est Goldratt et on pourra vous mettre les références dans la présentation, mais c'est que, en fait, les gens ne résistent pas au changement, ils résistent au fait d'être changés. Et du coup, l'important, c'est de comprendre finalement quelle est la somme des bénéfices-risques pour chaque personne. Hier, j'étais au téléphone avec un client qui me disait, moi, mes interlocuteurs, c'est dans un projet de mise en place d'organisation supply, mes interlocuteurs, ils résistent au changement sur cette nouvelle organisation. Et donc, je lui disais, mais en fait, probablement, ces interlocuteurs, ils n'ont pas compris, eux, quel était leur intérêt, leur bénéfice à changer. Donc, ça semble un peu tarte à la crème, mais en fait, faire en sorte de faire comprendre à chacun, à chaque groupe de population ou à chaque personne quel est son intérêt à changer, où est son bénéfice, c'est ça qui va faciliter l'acceptation du changement. Donc des fois, il n'y a pas toujours un bénéfice très visible à changer. Et c'est pour ça qu'on vous propose la petite matrice qui est en dessous, qui dit finalement, dans un changement, on regarde souvent les avantages et inconvénients au fait de changer, mais on ne se dit pas c'est quoi les avantages, inconvénients et les bénéfices-risques à ne pas changer. C'est-à-dire que rester dans le statu quo, c'est déjà une décision. Donc du coup, ne pas changer et ne pas aller vers une organisation supply plus performante, c'est prendre le risque, par exemple, d'avoir un niveau de service qui n'est pas le bon, d'avoir des pénalités, d'avoir des discussions difficiles avec les clients. Voilà. Et donc, du coup, ça nous semblait. En fait, cette matrice, elle permet de mettre en lumière pour une catégorie de population ou pour une personne, qu'est-ce qui finalement, c'est quoi aussi les bénéfices-risques à ne rien faire et à ne pas aller, à ne pas faire ce projet, à ne pas aller dans le changement. Et cette petite matrice-là, en fait, c'est intéressant de la faire régulièrement dans le projet quand on rencontre une résistance et qu'on se dit, tiens, où est-ce qu'elle est cette personne-là finalement? Je me mets dans ses chaussures et je regarde la situation de son point de vue et je me dis, OK, c'est quoi ces bénéfices-risques à rester dans le statu quo et à aller vers ce changement. Voilà, donc ça, c'est un deuxième élément qu'on utilise régulièrement et qu'on fait travailler en fait aux équipes projet pour ensuite pouvoir définir finalement quels sont les éléments à mettre en lumière. Parce qu'en fait, quand on a fait ça, finalement, tout l'objet de la conduite du changement, c'est minimiser les inconvénients à changer et mettre en lumière les inconvénients à ne pas changer, quoi. Voilà. Et du coup, la troisième, en tout cas, la troisième chose qu'on voulait vous partager, je ne sais pas si vous connaissez du coup l'iceberg. Effectivement, l'histoire de l'iceberg, c'est de se dire qu'il y a une zone apparente du changement, c'est ce qu'on voit, entre guillemets. Et là, du coup, on va plutôt aller se dire, OK, il y a la stratégie qui change, les objectifs, on va avoir des nouveaux process, des nouvelles normes,
nouveaux organigrammes, enfin voilà, tout le changement qu'on peut voir de manière apparente. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que derrière ce changement, en fait, il y a une zone cachée du changement. Et en fait, c'est tout ce qui va être les perceptions, les habitudes, les valeurs, le contexte, enfin voilà, la culture aussi, les comportements, les traditions. Et en fait, c'est finalement, si vous ne traitez que la zone apparente du changement, vous n'allez pas forcément, vous voyez l'iceberg, vraiment traiter le fond du problème et le fond du changement. Donc, c'est hyper important d'avoir en tête de bien garder cette zone cachée du changement parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller agir justement sur ces attitudes, sur ces perceptions. Et en fait, le fait d'écouter, ce qu'on disait tout à l'heure dans le projet Candia ou dans n'importe quel projet, d'écouter vraiment, d'aller parler aux gens et d'avoir vraiment leur ressenti et ce qu'ils ressentent et juste aussi parfois de prendre un temps d'écoute, voilà, ça apaise beaucoup les choses et donc c'est hyper important d'avoir ça en tête et de bien aller agir bien sur ses attitudes et ses perceptions, même si bien évidemment on va changer une organisation, un process, un outil, et cetera. L'idée, c'est vraiment d'aller agir et de ne pas oublier, d'aller aussi traiter cette zone, puisqu'on est tous des humains, des individus et en fait, on a ça, de manière, naturelle chez nous et accompagner le changement, ça veut aussi dire accompagner ça. Voilà, faut pas oublier, cette zone cachée, donc c'est plus ce que représente, l'iceberg, du coup, ici. Ce qu'on voulait aussi vous Alors, partager, même si, vas-y, Marine, il y a vas-y. une petite Oui. question Ah d'Emmanuel. oui. C'est comment concrètement on agit sur cette partie-là, attitude, perception, cette zone cachée? Et beh, justement, c'est ce qu'on disait sur la partie écoute. On pense souvent à la communication, mais je pense que cette partie écoute, elle est pas du tout à négliger. Aller, rencontrer régulièrement les équipes, les écouter, mettre des baromètres aussi en place régulièrement sur des projets assez longs pour le coup, pour écouter vraiment et après c'est ce que vous allez en faire aussi. Si les gens ne se sentent pas écoutés, se sentent mal, l'idée c'est d'aller faire des actions, derrière justement, pour les accompagner, peut-être pour réexpliquer les choses, pour dédramatiser les choses. Mais c'est vrai que le premier pas pour moi, c'est vraiment l'écoute, et ça, c'est souvent oublié. En fait, on informe les gens, mais on les écoute pas toujours et en fait, le fait d'écouter, c'est vraiment une clé pour moi, là-dessus. Je sais pas si tu veux compléter Mélanie ou pas, mais pour moi, c'est vraiment ça et d'aller Et ap rencontrer les gens. C'est mmh. hyper important d'aller vraiment voir les gens en direct. Mmh. Et après, sur l'action, ça va un peu dépendre de quel est l'enjeu et où se situe. Mais par exemple, la matrice, en fonction de la matrice, Oui. bénéfice-risque, en fonction justement où en sont en fait, les personnes en question, ça peut aider en fait à agir. Ouais, je vois une autre question du coup de Philippe. Est-ce qu'une phase d'entretien peut apporter une réponse? Oui, en partie. Après, ça dépend parce que généralement, quand on fait des immersions, on en a fait typiquement sur le projet Candia, vous avez une partie de la réalité en fait. Puisque il y a une partie des personnes que vous allez interviewer qui normalement représentent les métiers, etc. Donc ça vous donne quand même une idée. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un baromètre, par exemple, ou une écoute où tout le monde va répondre pour avoir quand même et aussi de se balader, d'écouter les signaux faibles, de dire au manager aussi d'écouter les signaux faibles, aux key users. Vous verrez à la fin, pour moi, le changement, il est piloté par quelqu'un et incarné, comme nous disait Alexandre. Mais en fait, tout le monde accompagne le changement au quotidien. Les managers, même les utilisateurs vont vivre et font partie intégrante de ce changement et les key users aussi. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire que c'est important de sensibiliser toutes les personnes en fait qui vont être sur un projet à se dire et à écouter aussi les signaux faibles et à écouter les choses et à les remonter pour que du coup l'équipe de changement ou entre guillemets, ils puissent faire des choses et agir sur certaines choses. Donc il y a aussi ça, le fait d'écouter un peu les signaux faibles. Donc oui, les interviews, ça va être intéressant, mais ça remplacera pas tout ce qu'on peut entendre sur le terrain. Et parce qu'en fait, la vraie vie, c'est sur le terrain, quoi. Donc, ça a donné une idée, mais je pense qu'il faut aller renforcer ça et compléter ça par tous les signaux que vous pouvez entendre sur le terrain, par différentes personnes, du coup. D'où l'intérêt d'avoir des communautés et des phases d'échange et de communication entre différentes populations aussi. OK, super, ça répond à la question de Philippe, du coup. Ce qu'on voulait vous partager, même si, en fait, on l'a dit un peu au fur et à mesure, de cette présentation et de ce retour d'expérience, mais nous, on a vraiment, voilà, 5 convictions assez fortes, entre guillemets et de se dire qu'il y a des choses, enfin, il y a 5 choses assez importantes à faire dans le changement et qui sont pour nous indispensables.
Alexandre l'a dit, c'est vraiment le côté rôle et responsabilité, que chacun prenne conscience voilà, de ce qu'on va attendre de lui, que ce soit le sponsor, les managers, les key users, l'équipe projet, la personne qui va piloter le changement, etc., ce qu'on peut appeler le lead, entre guillemets. C'est vraiment de bien redéfinir ses rôles et responsabilités. Comme on le fait dans un projet, l'idée, c'est de le faire aussi sur la partie accompagnement au changement, qui est vraiment quelque chose d'intégré au projet et qui ne doit pas être à côté. C'est vraiment en même temps intégré au projet, etc. Donc ça, c'est vraiment une part très importante de vraiment se repositionner et de se reposer la question de qu'est-ce qu'on attend des uns des autres sur ce sujet d'accompagnement au changement. Ça, c'est hyper important, comme ça clarifie les choses. Il y a aussi le fait de mesurer. Ça va vous aider aussi justement, quand c'est pas OK, vous faites des actions. Quand c'est pas OK, du coup, de revenir, de manière un peu itérative, en fait, en se disant: «OK, ça fonctionne pas, bah, on va faire différemment. Ah, bah, OK, on avance». Voilà, ça vous permet aussi au fur et à mesure de voir si vous avez pris le bon chemin et de réajuster si c'est pas le cas. Ça, c'est aussi, assez important. On en a parlé un petit peu, mais le fait de faire avec, vraiment co-construire et pas que informer les gens, c'est-à-dire d'onboarder au plus tôt. Typiquement, chez Candia, en tout cas, on a essayé d'onboarder au plus tôt les managers, en tout cas les managers des sites où il y avait, le risque le plus important et vraiment de co-construire avec eux, voilà, la stratégie de changement, et cetera. Ça, c'est vraiment, quelque chose qui est très important et que ce soit aussi potentiellement avec des key users, avec des utilisateurs. Donc voilà, il ne faut pas hésiter quand vous commencez, notamment à, on va dire, la phase de design, que ce soit sur un projet outil ou d'une nouvelle organisation, c'est important d'embarquer des gens vraiment dès le départ. Parce qu'en fait, plus ils sont embarqués tôt, plus ils donnent leurs idées, plus l'appropriation sera facile demain derrière. Donc, c'est vraiment très important de vraiment co-construire avec ces différentes personnes. L'écoute et la communication, hein, ça on en a parlé, la communication c'est quelque chose d'assez naturel. On se dit OK, il va falloir communiquer, mais l'écoute, c'est vraiment avoir la boucle dans l'autre sens aussi, et vraiment écouter et faire des choses. Et en fait, aussi, ce qu'il faut garder en tête, même s'il y a des méthodologies, il y a des choses, etc., l'idée c'est vraiment d'expérimenter parce qu'en fait, la méthodologie, oui, OK, on va vraiment l'adapter à votre culture, à votre maturité sur le changement, au changement, à l'importance du changement. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on fait expérimental. On essaye des choses, on mesure et si ça ne va pas, on revient et on fait un peu différemment et on ajuste. Et c'est vraiment ça aussi qu'il faut garder en tête, hein. Le changement, c'est un chemin, c'est une transition. On est tous différents, on accompagne des humains. Donc des choses vont marcher pour certains, pas pour d'autres. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'expérimenter et aussi de se laisser cette liberté aussi de se dire: «OK, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on va faire différemment». Il faut vraiment garder ça en tête. Voilà, dans cette partie accompagnement au changement, c'est vraiment l'expérimentation, le côté je teste, OK, c'est pas ça, bah, c'est pas grave, on fait un peu une autre trajectoire et on essaye d'autres choses. Voilà là-dessus et effectivement, ce que je vous disais juste avant, c'est vraiment important de se dire qu'en fait l'accompagnement au changement finalement il est porté par tout le monde à des degrés différents, avec des actions différentes, mais tout le monde est vraiment acteur de cette partie-là, même s'il y a une équipe projet du coup qui va avec un leader change potentiellement qui va organiser la transition et cetera. On va avoir des key users, des ambassadeurs, des référents, on les appelle comme on veut, en tout cas des personnes un peu métiers ou des gens qui vont être concernés, qui vont être embarqués un peu plus tôt, qui vont adopter un peu la nouvelle solution, le nouvel outil, et cetera, un peu plus tôt et qui, du coup, vont avoir un rôle un peu particulier, qui vont pouvoir accompagner, du coup, les personnes sur le terrain et effectivement, les managers qui sont, voilà, toujours, embarqués et qui ont besoin d'un accompagnement et effectivement, la partie sponsor, Alexandre en a parlé un peu plus tôt, qui prennent vraiment conscience au-delà de: «OK, je suis sponsor, mais quelles sont mes actions concrètes et à quel moment va falloir que j'ai une action un peu forte?» et cetera, voilà. Redéfinir bien, ces différents rôles et de se dire que finalement tout le monde porte le changement, à différents degrés, à différents niveaux et intervient également, pour l'accompagner. On Je sais a pas une s'il y a des question. questions. Ah Ouais, vas-y. on a une question de Manuela qui demande comment on tient compte de la culture de l'entreprise et de la culture, managériale dans l'approche. Alors du coup, je Heu, propose de remonter au slide juste précédemment. ouais, Je tente une réponse, Marine, et tu complètes. vas-y, je complète. Du coup, le 1er point, c'est la réponse, à ce 1er point, c'est le faire avec. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vous a présenté, les 2 méthodos qu'on utilise, quelques outils, quelques éclairages. Maintenant, l'approche va être co-construite avec, une équipe projet, avec les managers, avec les sponsors, donc en général le top management. Donc et c'est dans cette phase de co-construction
on va pouvoir s'adapter à, voilà, est-ce qu'il y a des communications managériales régulières, quel est le niveau de proximité entre les managers et les utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut demander aux utilisateurs en termes de mobilisation. Voilà, c'est vraiment dans le faire avec, si vous voulez, nous, on amène on amène des outils, on amène une méthode, mais elle est personnalisée en fonction de ce qui peut se faire ou pas se faire dans l'organisation. Et le expérimenter est vrai, hein, c'est-à-dire que parfois on expérimente nous aussi en disant voilà, on vous propose ça, et après l'équipe de projet ou l'équipe change locale va nous dire ça oui ou ça non. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marie. Non, je valide, carrément. C'est vraiment dans Est-ce que ça répond effectivement à votre ouais. question? Je vois pas de réponse. Après, vous pouvez prendre la parole, hein. Oui. OK. OK. Je crois qu'on est arrivé au bout. Ouais. Oui, voilà, effectivement, on est arrivé au bout. Ce qu'on voulait vous dire là en conclusion, c'est vraiment, pour nous que l'accompagnement, au changement, du coup, c'est vraiment important de l'intégrer finalement dès le départ, hein, parce que plus vous l'intégrerez tôt, plus, l'appropriation, sera facile avec, tout ce qu'on vient de vous partager, et que c'est vraiment quelque chose, c'est pas que de la com et de la formation comme on peut entendre, parfois. Ça va vraiment au-delà, ça intègre beaucoup de dimensions, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait dès le début du projet, que du coup on accompagne, vraiment tout le projet, et c'est important aussi de garder qu'on doit bien le faire jusqu'à la fin, notamment pour la partie renforcement. Et c'est vrai que cette partie, elle est aussi parfois oubliée en se disant: «OK, le projet est fini, on n'a plus rien à faire». Non, en fait, ça se joue encore après, et du coup, c'est vraiment important d'aller jusqu'à la fin et jusqu'à cette partie renforcement justement, pour se dire que ça y est, c'est vraiment la nouvelle situation, on en a fait notre quotidien et c'est OK. Et c'est vrai que cette phase, elle est très importante également, et elle est souvent faite quand vous faites appel, à des externes, plutôt en interne. Donc c'est important d'avoir cette partie-là, et en tout cas de bien la dimensionner aussi dans les charges et dans ce qu'il y a à faire après finalement, parce que ça va continuer, un petit peu au-delà du projet, pour cette partie-là. On voulait aussi vous partager les prochains événements. On en profite en octobre, il y a pas mal de choses, notamment autour, de la théorie des contraintes, qui est du coup une marque de fabrique, Optime, également sur la partie plutôt, on va dire, excellence, opérationnelle, et tout ce qui est, sur la partie projet notamment, avec la CCPM. Il y a effectivement un webinaire, donc le prochain est le 17 octobre, et en novembre, on aura également un petit peu, cette partie-là sur la partie reprenez le contrôle de vos projets avec la CCPM. Et effectivement, en fin d'année, un webinaire et une masterclass, sur l'exigence managériale, et voilà, le fait que le management, c'est plutôt une affaire de relation, également. Donc voilà, si vous êtes intéressés, que ce soit à Lyon ou à Rennes, puisqu'on est aussi présent à Rennes, n'hésitez pas, du coup à vous renseigner ou à nous faire part, si vous avez un intérêt là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va peut-être, arrêter là. Je vais pouvoir, peut-être couper le webinaire. Merci à vous. Très bonne journée. Oui. Bonne journée, merci. Merci beaucoup.